Alors donc c'est des photographies de Nefsgar qui sera question, celle qu'il a réalisée en Espagne au cours des années 2010. Et donc, comme à de nombreuses reprises dans son œuvre, ce travail se réfère à l'habitat, au contexte dans lequel celui-ci s'établit, aux formes de vie qu'il définit. Ici, l'habitat reste en devenir, puisque ces séries sont consacrées à différents types de programmes immobiliers dont la réalisation a été stoppée par la crise financière de 2008. Dans le cadre de ce travail, Nefsgar partage l'intérêt de nombreux photographes pour les constructions récentes inachevées, motif dans les recherches de Jonathan Tilsit, justement, montre bien la récurrence et les variations. Les séries espagnoles de Nefsgar s'inscrivent de plus dans un moment où, pendant la décennie qui a suivi la crise financière, ces chantiers monumentaux, ces programmes immobiliers aberrants, ont constitué un pôle magnétique attirant des journalistes, des géographes, des urbanistes, des architectes, des amateurs d'expéditions urbaines. Alors, aborder les spécificités des images de Nefsgar sous l'angle d'une archéologie des lieux, c'est examiner comment la représentation photographique d'une réalité physique se trouve dotée d'une épaisseur temporelle, comment des photographies renvoient à un déroulement, celui d'une frénésie bâtisseuse, à une rupture causée par l'arrêt des chantiers et à un état suspendu, puisque l'interruption des travaux n'est pas nécessairement définitive, comme le montre d'ailleurs le regain, que je ne vous montrerai pas, le regain qu'ont connu par la suite certaines de ces villes nouvelles. Donc je vais commencer par rappeler rapidement, dans leurs grandes lignes, les facteurs sociaux et économiques qui ont généré et stoppé ce que Ramón Fernández Durán appelle un tsunami urbanisateur. Les constructions incomplètes et désertes qui en résultent ont souvent été qualifiées de villes fantômes. Alors la formule est certes efficace pour les images mentales qu'elle suscite, mais elle semble inappropriée puisque, comme le constate Nassima Baron, pour être fantôme, une ville doit d'abord avoir vécu. C'est donc le type d'abandon propre à ces constructions qu'il s'agira de qualifier, en tentant de trouver les mots, les métaphores susceptibles de correspondre à ces lieux où coexistent des éléments et des états disparates, des immeubles massifs, des sols terrassés, des ébauches d'édifices, des infrastructures routières. Pour rendre compte de la dimension archéologique du travail de Nefsgar, je mettrai en évidence certains de ses partis pris photographiques. Ceux-ci ne contribuent pas tant à souligner la singularité formelle de l'inachevé, à en découvrir le caractère pittoresque, mais plutôt à faire percevoir l'activité concrète dont les complexes immobiliers procèdent. L'attention photographique est en effet portée à la matérialité des constructions, aux configurations de ces espaces en chantier, aux différents indices tangibles qui témoignent d'une activité effective puis délaissée. C'est enfin à l'importance que Nefsgar donne au sol, dont il sera question, ce que souligne le titre « La loi du sol » qu'il a choisi pour 3 de ses séries et qui peut, dit-il, s'appliquer à l'ensemble de ses travaux réalisés en Espagne. La loi du sol se réfère au cadre juridique qui a contribué à l'expansion du bâti. L'expression peut également renvoyer à des principes de vie organique, certaines images de Nefsgar montrant la végétation qui, faiblement, se développe sur ces terrains malmenés. Donc, Nefsgar a représenté différents types de... Je vais finir par vous les montrer, les images. Différents types de projets immobiliers, des logements collectifs situés dans la périphérie lointaine de grandes villes, des lotissements de maisons individuelles, ainsi que des routes, des pistes cyclables qui vont de pair avec ces constructions, souvent implantées au milieu de nulle part. Son travail comprend aussi des projets destinés au tourisme. Voilà. Ce sont des manifestations parmi bien d'autres d'une folie constructive qui, selon Charlotte Worms, procède d'une passion, alors là je la cite, passion sociale pour les questions immobilières spécifiques à l'Espagne.
Les liens qui s'y sont tissés entre l'économie nationale, le secteur immobilier et le secteur immobilier sont les produits de multiples facteurs. L'accession à la propriété valorisée et favorisée depuis les politiques franquistes, la place donnée au marché du tourisme, la forte demande de logements durant les années 90, la dérégulation de l'urbanisme, les prêts accordés massivement aux ménages et aux entrepreneurs durant les années 2000. La crise états-unienne a ébranlé une économie en surchauffe qui montrait déjà des signes de fragilité. Elle a entraîné la faillite des entrepreneurs et l'arrêt des chantiers. Elle a mis en grande difficulté les personnes qui avaient emprunté pour acheter et celles qui habitaient les quelques logements achevés. Les programmes immobiliers ont donné lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, à de nombreux reportages, analyses, images, récits. Et c'est en particulier El Quiñón Sasseña, situé à 50 km de Madrid, qui a été abondamment visité. Par son caractère massif, ses projets d'aménagement ostentatoires et son promoteur corrompu, Sasseña constituait, comme le dit Baron, le symbole d'un échec au superlatif. Les nombreux travaux photographiques réalisés au début des années 2010 ne se sont pas cantonnés à cette seule ville, donnant à voir les différentes formes architecturales et urbanistiques que la crise a laissées derrière elle. C'est à Vallecas, situé dans la banlieue madrilène, que Hans Hacker réalisait des prises de vue pour son exposition « Château dans les airs » au musée de la Reine Sofia en 2012. Quant à Julia Schulz-Dornburg, elle a cherché entre 2010 et 2012 à constituer un inventaire de travaux entrepris sur le littoral et dans l'intérieur du pays et intitulé « Ruines modernes, une topographie du profit ». Le travail de Markel Redondo, alors là c'est toujours... Voilà. Donc le travail de Markel Redondo, consacré à des lotissements et à différents types d'infrastructures inabouties, s'est déroulé en 2 temps. Après Sandcastle 1, réalisé entre 2010 et 2013, Redondo est revenu sur les lieux en 2018 pour effectuer des prises de vue avec un drone. Quant au projet que Loïc Vandram mène dans Future Rust, Future Dust, projet consistant à photographier des constructions inachevées dans différents pays du monde, il comprend bien évidemment des images faites en Espagne. Ces quelques exemples, qui parmi bien d'autres, montrent la force d'attraction de ces espaces, mettent également l'accent sur le type de métaphore employée pour en traduire la particularité. Le château de sable ou dans les airs, équivalent dans certaines langues à l'expression ou de l'expression idiomatique château en Espagne en français, en exprime le gigantisme insensé. Les ruines modernes, où le futur de rouille et de poussière, en affirment la déliquescence présente et à venir. Ces métaphores, cependant, ne reflètent pas la singularité d'une situation au moment de la prise de vue, qui réside dans un suspens de l'activité dont, justement, la durée et le devenir sont indéterminables. Si ces constructions portent les traces d'altération, elles sont, en tant que projets inachevés, des objets virtuels. Elles pourront demeurer des édifices à jamais mort-nés ou, après cet état comateux, se réaliser finalement. Aussi ne sont-elles pas, à proprement parler, des ruines, à moins de se servir du mot pour exprimer la désorientation temporelle produite par un lieu, comme le fait Smithson lors de la visite à Passaic. Donc, je regrette vraiment que Suzanne Paquet n'ait pas introduit ça de manière plus précise, que je vais le faire, je vais aller vite. Les ruines à l'envers de Smithson s'y manifestent dans un espace plein de trous, je le cite, de vides monumentaux qui définissent sans le vouloir les traces souvenirs d'un ensemble de futurs à l'abandon. Fin de citation. Cette dimension lacunaire se perçoit également dans les représentations des complexes immobiliers espagnols, dans les formes plus ou moins abouties de leurs bâtiments,
et dans les béances qui ponctuent l'unité urbanistique prévue. Mais à pas sec, les machines enlisées dans la boue, dont parle Smithson, à l'arrêt en ce jour de visite, reprendront leur activité dans la proximité des habitations et du stade de foot. Le vide ordinaire que constitue le centre de la ville ou le parking monumental, qui la divise en deux, préfigure l'espace distendu auquel aboutiront les travaux de cette banlieue-là. Dans les villes espagnoles, en revanche, les vides ne constituent pas une particularité structurelle de l'espace urbain. Ils sont les contreformes de ce qui aurait dû être construit, être là. Autrement dit, les futurs à l'abandon dont on peut parler ici se manifestent dans les pleins et dans les vides, dans le monumental et dans le fragment, dont la conjonction exprime la soudaineté de l'arrêt des chantiers. Entreprendre par la photographie cette archéologie-là, c'est représenter les traces de l'activité qui s'y est déployée, ainsi que celles qui renvoient à la brutalité de son interruption. C'est également faire éprouver le caractère indécis de la situation dans laquelle cette archéologie se réalise. Voilà enfin le travail de Nevsger. Et donc, ces images mettent en évidence la réalité matérielle de cette situation par un travail de terrain. Les prises de vue réalisées à hauteur humaine font percevoir la relation physique que le corps et l'appareil sur pied entretiennent avec le sol, dont la surface ou matérialité diverses impose sa présence dans la partie inférieure des images. Souvent, la terre et le ciel s'en répartissent la surface à proportion quasi égale. Par cette composition bipartite, le bâti s'éprouve comme une poussée qui, partant du sol, a produit des types de verticalité divers. Celle des barres d'immeubles, dont la forme générale a été aboutie, s'impose sur une aire de béton ou bord d'une rue asphaltée. Cette poussée verticale semble avoir suivi un cours bien plus erratique dans des agglutinements d'habitats modulaires ou dans des étalements d'ossature en béton. Ou encore, elle n'a été qu'une amorce, un élan de courte durée, dont il reste des plantations de piliers chétifs et des assemblages de structures en béton à l'équilibre douteux. Cette pratique de terrain délimite un travail en série dont les titres se réfèrent le plus souvent à une localisation. Si ces séries photographiques peuvent se distinguer par leur type d'habitat, grands ensembles pour résidentiel, maisons individuelles d'allure méditerranéenne pour Fortuna, elles ont été réalisées dans des espaces pareillement mornes, plats et secs. Les limites entre cet environnement et ces ensembles immobiliers sont incertaines et l'agencement général des constructions est difficile à percevoir. Certaines photographies en laissent deviner la disposition orthogonale ou en montrent les alignements, mais elles ne permettent jamais de saisir le dessin urbanistique qui régit ces ensembles, ni de prendre la mesure de l'étendue couverte par les constructions. Le travail de Nevsger consiste à établir avec les édifices une relative proximité, à se focaliser sur certains détails, à privilégier la partie plutôt que le tout, et à faire apparaître ainsi ces complexes immobiliers comme une suite d'éléments disjoints, occupant des espaces béants à l'apparence de terrains vagues. C'est une composition analogue entre friche et chantier que Daniel Méo constate dans Park City, où Lewis Baltz fait du chantier un environnement, je la cite, un environnement concret, en devenir, mais peu compréhensible, un espace confus, où la réalisation finale paraît lointaine, hors de portée. Fin de citation. Dans les photographies de Nevsger, cette sensation de terrain vague ne traduit pas seulement le caractère chaotique de l'activité de construction, mais l'arrêt et la stagnation qui ont suivi. Ainsi, dans certaines photographies, ce qui a été érigé cohabite avec les choses plus ou moins identifiables qui demeurent sur des étendues vacantes. Au pied des immeubles, des empilements de structures métalliques rouillent, sont manifestement des grues dont le démontage et le remisage là ont une portée ambivalente puisqu'ils expriment une fin et une possibilité de reprise. De même, des briques
dispersés au pied d'un embryon de mur suggèrent à la fois la construction de l'ouvrage, la continuation de l'ouvrage et son progressif délitement. Ailleurs, ce qui gît au sol renvoie de manière plus explicite à un abandon. Si les éperpillements d'éléments disparates peuvent évoquer le travail qui s'est déroulé, ils n'en sont plus que l'expression étouffée, car ce sont les déchets, les débris qui demeurent après ce qui était utilisable a été emporté. Détecter les différents types d'indices qui attestent de l'arrêt des travaux, c'est également retrouver les traces d'une certaine conception ou vision de l'habitat. Celle-ci réside dans les signes qui confirmaient par avance l'existence d'un nouvel espace à vivre, qui nommait le type d'édifice qui serait construit ou qui figurait en image un bonheur à venir. Ils introduisent également dans des espaces immuablement déserts de la présence humaine, comme le font également, sur un autre mode, les aménagements de loisirs, telle une aire de jeux d'enfants ou une piscine. Leur réalisation n'est étrangement pas attendue que celle des logements soit terminée, comme s'il s'agissait de fournir promptement les éléments concrets d'un confort de vie, celui qui, associé à l'intimité du chez-soi, réside dans la possibilité de vaquer au dehors. Disposés sur des aires d'asphalte craquelées ou envahis par des herbes sèches, ces tourniquets et balançoires colorés pourraient évoquer le départ précipité de ceux et celles qui vivaient là. Mais ici, le caractère poignant de ces éléments ne réside pas dans la vie enfuie, dont il serait les traces, mais dans le fait que la vie n'a pas existé. Ces indices incitent à considérer le travail photographique de Nevzger sous l'angle de l'après-coup, terme dont il a été déjà pas mal question, au sens que la psychanalyse lui donne. Celle-ci, la psychanalyse, donc, ne désigne pas tant, l'après-coup psychanalytique, pas tant l'action du passé sur le présent ou le remaniement constant du passé en fonction des besoins du présent, mais plutôt une mécanique en deux temps, où, je cite Pontalis et Laplanche, où la survenue d'événements et de situations, ou encore une maturation organique, permettent d'accéder à un nouveau type de signification et de réélaborer des expériences antérieures. Fin de citation. Le travail photographique de Nevzger aborde le long temps de torpeur qui succède à l'arrêt des chantiers, longtemps donc qui peut être vu comme un état de maturation ou découvrir les traces d'un passé récent. Celle-ci ne renvoie pas aux formes de vie que promettaient ces villes nouvelles, renvoie aux formes de vie que promettaient les villes nouvelles, aux différents types d'investissements et de projections, à tous les sens du terme, qui s'y sont concentrés. Ainsi, cette recherche archéologique donne-t-elle sa pleine mesure à ce que Baron appelle un trauma collectif, en faisant percevoir dans les effets matériels d'une débâcle financière et économique les valeurs, les modèles de vie auxquels une société, c'est-à-dire les gens, ont adhéré. Ces complexes immobiliers prennent de la place, ils occupent des zones, donc j'aurais dû passer celle-là, ils occupent des zones auparavant soustraites à l'urbanisation à cause de leur relatif éloignement des villes et de leurs activités agricoles. La loi du sol, à laquelle le travail de Nevzger se réfère, désigne les mesures juridiques destinées à encadrer l'activité foncière et urbanistique, et c'est en particulier de la loi du sol de 1998 qu'il est question. Comme le souligne Worm, cette loi a contribué à la prolifération des ensembles immobiliers en vertu de, je cite, de la présomption générale favorable à la transformation urbanistique du sol, c'est-à-dire à sa classification comme urbanisable. C'est alors la protection du terrain qui a dû être motivée par les pouvoirs publics et non la qualification pour urbanisation. Ce relâchement juridique et le fait que le prix d'un terrain soit estimé en fonction de la valeur attendue de son exploitation maximale ont conduit une captation des terres par les grands groupes immobiliers
devenus grossistes du sol. Cette appropriation spéculative a été amplifiée par le transfert du pouvoir législatif aux communes autonomes, les petites municipalités utilisant l'urbanisme et la vente du patrimoine pour se financer. Si à partir de 2007, ce tout urbanisable, si à partir de 2007, des mesures sont prises pour pour freiner un peu ce tout urbanisable, les dommages sont faits et ne se limitent pas aux seules constructions de logements. Leur implantation s'accompagne de la création de voies de communication, les infrastructures routières qui, dans résidentiel, apparaissent, comme c'est le cas là dans ce diptyque, comme une des composantes du chantier, deviennent le sujet unique de street photographie réalisée à Val-des-Louzes en 1917. Nefsgar y photographie des routes et des pistes cyclables qui, rendues inutiles par les circonstances, ont été barrées pour dissuader les amateurs de rodéo motorisés. Les 80 images, que je ne vais pas vous montrer en totalité, de la série ont toutes la même composition. L'appareil fait face à un obstacle, au-delà duquel une route rectiligne bordée d'arbres se perd dans le lointain. Le cadrage fait voir, dans la partie inférieure de l'image, une voie perpendiculaire. Les variantes apportées par les marquages au sol, les panneaux, la végétation, ne constituent pas de véritable contrepoint à cette homogénéité, cette monotonie spatiale. Le titre, Street Photography, est une référence à Ruscha, en particulier à ses 26 gasoline stations. En reprenant le style documentaire, Nefsgar souligne par contraste le type de parcours qu'il a, lui, effectué. Alors que Ruscha réalise un trajet de la Californie à l'Oklahoma en empruntant l'emblématique route 66, Nefsgar bute sans cesse sur un obstacle. Les images présentées sous forme de diapositives, projetées en boucle, définissent par leur défilement ce que Nefsgar appelle un labyrinthe de rues inachevées qui impose un cheminement absurde et désorienté, sans cesse obligé à la bifurcation, toujours empêché d'aller de l'avant. Les barrages semblent autant bloquer la sortie d'un espace mal situable que défendre l'accès d'un lieu tout aussi indéfini. La zone qu'ils jalonnent est une étendue déserte, incommensurable, un monde fait de cailloux et de végétation asséchée, plongée dans la léthargie. Donc il y en a comme ça, pas mal. Et donc voilà, pour prendre la mesure des conditions dans lesquelles elles sont projetées. C'est une sensation donc, de léthargie que produisent également 3 séries antérieures, Valfosca, Villa Flores et Fortuna. Elles mettent en évidence l'état des terrains et la vie végétale qui tente de s'y développer. La première représente ce qu'il reste d'un projet de station de sport d'hiver dans les Pyrénées catalanes, des embryons de remontée mécanique, des sols marqués par le passage des engins, des reliefs remodelés pour le tracé des pistes de ski. Dans Villa Flores et dans Fortuna, qui donne une part importante au végétal, un petit arbre chétif tente de croître sur un sol dur, des plantes grignotent des surfaces pavées ou se logent dans des cavités, des espèces frugales parviennent avec un succès relatif à trouver une place dans les terrains malmenés et les reliquats de matériaux de BTP. Si, comme on dit, la nature reprend ses droits, c'est sur un mode anémié, ici, impression accentuée par le choix du noir et blanc qui donne aux plantes une matérialité, une fixité minérale. La léthargie qui se manifeste dans le travail de Nefsgar n'est pas seulement due au suspens des chantiers, elle se fait sentir dans une végétation éthique et ses faibles poussées. Si les lieux délaissés constituent en général des refuges de biodiversité, ils apparaissent ici comme des espaces qui, par l'étendue de leurs dalles de béton et de leurs revêtements d'asphalte, par leur entassement de déchets inertes,
semble devoir comprimer durablement la vitalité végétale. L'archéologie des lieux, qui se réalise ici par la photographie, est un travail consistant à représenter ce qui se trouve, ce qui existe à la surface du sol. Le travail demande de prêter attention à ce que les chantiers y ont laissé, les barres d'immeubles qu'on a vues, les squelettes de bâtiments, les étendues de béton, les terrains défoncés ou arasés, des restes de matériaux divers. Le travail conduit également à observer ce qui se produit à la surface, ce qui se craquelle, s'étiole, ce qui croît tant bien que mal. Ce sont autant de traces qui renvoient à une histoire récente, à l'hyperactivité immobilière et à la débâcle économique, à une économie nationale et à un système financier mondialisé. Et ce travail se situe également à une toute autre échelle, celle des personnes qui auraient dû ou pu ou voulu habiter là, dans un espace dont l'état, au moment des prises de vue, semble, d'une certaine manière, faire écho à ces vies rudoyées. Voilà, je vous remercie.